Chapitre 7. Ainsi se termina cette mémorable séance. Cet entretien me donna la fièvre. Je sortis du cabinet de mon oncle comme étourdi, et il n'y avait pas assez d'air dans les rues de Hambourg pour me remettre. Je gagnai donc les bords de l'Elbe, du côté du bac à vapeur qui mit la ville en communication avec le chemin de fer de Harbourg. Étais-je convaincu de ce que je venais d'apprendre ? N'avais-je pas subi la domination du professeur Lidenbrock ? Devais-je prendre au sérieux sa résolution d'aller au centre du massif terrestre ? Venais-je d'entendre les spéculations insensées d'un fou ou les déductions scientifiques d'un grand génie ? En tout cela, où s'arrêtait la vérité, où commençait l'erreur ? Je flottais entre 1000 hypothèses contradictoires, sans pouvoir m'accrocher à aucune. Cependant, je me rappelais avoir été convaincu, quoique mon enthousiasme commençât à se modérer. Mais j'aurais voulu partir immédiatement et ne pas prendre le temps de la réflexion. Oui, le courage ne m'eût pas manqué pour boucler ma valise en ce moment. Il faut pourtant l'avouer, 1 heure après, cette surexcitation tomba. Mes nerfs se détendirent, et des profonds abîmes de la terre, je remontai à sa surface. « C'est absurde, m'écriai-je, cela n'a pas le sens commun. Ce n'est pas une proposition sérieuse à faire à un garçon sensé. Rien de tout cela n'existe. J'ai mal dormi, j'ai fait un mauvais rêve. » Cependant, j'avais suivi les bords de l'Elbe et tourné la ville. Après avoir remonté le port, j'étais arrivé à la route d'Altona. Un pressentiment me conduisait, pressentiment justifié car j'aperçus bientôt ma petite Grauben, qui de son pied lest revenait bravement à Hambourg. « Grauben !» lui criai-je de loin. La jeune fille s'arrêta un peu troublée, j'imagine de s'entendre appeler ainsi sur une grande route. En 10 pas, je fus près d'elle. « Axel !» fit-elle surprise. « Ah, tu es venu à ma rencontre. C'est bien cela, monsieur. » Mais en me regardant, Grauben ne put se méprendre à mon air inquiet, bouleversé. « Qu'as-tu donc ?» dit-elle en me tendant la main. « Ce que j'ai, Grauben !» m'écriai-je. En 2 secondes et en 3 phrases, ma jolie Virlandaise était au courant de la situation. Pendant quelques instants, elle garda le silence. Son cœur palpitait-il à l'égal du mien ? Je l'ignore, mais sa main ne tremblait pas dans la mienne. Nous fîmes une centaine de pas sans parler. « Axel, me dit-elle enfin. Ma chère Grauben, ce sera là un beau voyage. » Je bondis à ces mots. Oui, Axel, et digne du neveu d'un savant. Il est bien qu'un homme se soit distingué par quelque grande entreprise. Quoi, Grauben, tu ne me détournes pas de tenter une pareille expédition ? Non, cher Axel, et ton oncle et toi, je vous accompagnerai volontiers, si une pauvre fille ne devait être un embarras pour vous. Dis-tu vrai ? Je dis vrai. Ah, femme, jeune fille, cœur féminin, toujours incompréhensible. Quand vous n'êtes pas les plus timides des êtres, vous en êtes les plus braves. La raison n'a que faire auprès de vous. Quoi, cet enfant m'encourageait à prendre part à cette expédition ? Elle n'eut pas craint de tenter l'aventure, elle m'y poussait, moi qu'elle aimait cependant. J'étais déconcerté, et pourquoi ne pas le dire, honteux. Grauben, repris-je, nous verrons si demain tu parleras de cette manière. Demain, cher Axel, je parlerai comme aujourd'hui. Grauben et moi, nous tenant par la main, mais gardant un profond silence, nous continuâmes notre chemin. J'étais brisé par les émotions de la journée. Après tout, pensai-je, les calendes de juillet sont encore loin, et d'ici là, bien des événements se passeront qui guériront mon oncle de sa manie de voyager sous terre. La nuit était venue quand nous arrivâmes à la maison de Königstrasse. Je m'attendais à trouver la demeure tranquille, mon oncle couché suivant son habitude, et la bonne Marthe donnant à la salle à manger le dernier coup de plumeau du soir. Mais j'avais compté sans l'impatience du professeur. Je le trouvais criant, s'agitant au milieu d'une troupe de porteurs qui déchargeaient certaines marchandises dans l'allée. La vieille servante ne savait où donner de la tête. « Mais viens donc, Axel, hâte-toi donc, malheureux !» s'écria mon oncle du plus loin qu'il m'aperçut. « Et ta malle qui n'est pas faite, et mes papiers qui ne sont pas en ordre, et mon sac de voyage dont je ne trouve pas la clé, et mes guêtres qui n'arrivent pas. » Je demeurais stupéfait. La voix me manquait pour parler. C'est à peine si mes lèvres purent articuler ces mots. « Nous partons donc ? » ?»« Oui, malheureux garçon, qui va te promener au lieu d'être là. »« Nous partons, » répétai-je d'une voix affaiblie. « Oui, après-demain matin, à la 1re heure. » Je ne pus en entendre davantage et je m'enfuis dans ma petite chambre.
Il n'y avait plus à en douter. Mon oncle venait d'employer son après-midi à se procurer une partie des objets et ustensiles nécessaires à son voyage. L'allée était encombrée d'échelles de cordes à nœuds, de torches, de gourdes, de crampons de fer, de pics, de bâtons ferrés, de pioches, de quoi charger 10 hommes au moins. Je passai une nuit affreuse. Le lendemain, je m'entendis appeler de bonne heure. J'étais décidée à ne pas ouvrir ma porte. Mais le moyen de résister à la douce voix qui prononçait ces mots. « Mon cher Axel ?» Je sortis de ma chambre. Je pensais que mon air défait, ma pâleur, mes yeux rougis par l'insomnie, allaient produire leur effet sur Grauben et changer ses idées. « Ah, mon cher Axel, me dit-elle, je vois que tu te portes mieux et que la nuit t'a calmé. »« Calmé, m'écriai-je. Je me précipitai vers mon miroir. Eh bien, j'avais moins mauvaise mine que je ne le supposais. C'était à n'y pas croire. « Axel, me dit Grauben, j'ai longtemps causé avec mon tuteur. C'est un hardi savant, un homme de grand courage, et tu te souviendras que son sang coule dans tes veines. Il m'a raconté ses projets, ses espérances, pourquoi et comment il espère atteindre son but. Il y parviendra, je n'en doute pas. Ah, cher Axel, c'est beau de se dévouer ainsi à la science. Quelle gloire attend M. Lidenbrock et rejaillira sur son compagnon. Au retour, Axel, tu seras un homme, son égal, libre de parler, libre d'agir, libre enfin de... » La jeune fille rougissante n'acheva pas. Ces paroles me ranimaient. Cependant, je ne voulais pas croire encore à notre départ. J'entraînai Grauben vers le cabinet du professeur. « Mon oncle, dis-je, il est donc bien décidé que nous partons. »« Comment, tu en doutes ?»« Non, dis-je afin de ne pas le contrarier. Seulement, je vous demanderai ce qui nous presse. »« Mais le temps qui fuit avec une irréparable vitesse. » Cependant, nous ne sommes qu'au 26 mai, et jusqu'à la fin de juin. Eh, crois-tu donc ignorant qu'on se rende si facilement en Islande ? Si tu ne m'avais pas quitté comme un fou, je t'aurais emmené au bureau office de Copenhague, chez Liefdinréco. Là, tu aurais vu que de Copenhague à Reykjavik, il n'y a qu'un service, le 22 de chaque mois. Eh bien, si nous attendions au 22 juin, nous arriverions trop tard pour voir l'ombre du Scartaris caresser le cratère du Sneffels. Il faut donc gagner Copenhague au plus vite pour y chercher un moyen de transport. Va faire ta malle. Il n'y avait pas un mot à répondre. Je remontai dans ma chambre. Grauben me suivit. Ce fut elle qui se chargea de mettre en ordre dans une petite valise les objets nécessaires à mon voyage. Elle n'était pas plus émue que s'il se fût agi d'une promenade à Lübeck ou à Helgoland. Ses petites mains allaient et venaient, sans précipitation. Elle causait avec calme. Elle me donnait les raisons les plus sensées en faveur de notre expédition. Elle m'enchantait et je me sentais une grosse colère contre elle. Quelquefois je voulais m'emporter, mais elle n'y prenait garde et continuait méthodiquement sa tranquille besogne. Enfin, la dernière courroie de la valise fut bouclée. Je descendis au rez-de-chaussée. Pendant cette journée, les fournisseurs d'instruments de physique, d'armes, d'appareils électriques s'étaient multipliés. La bonne Marthe en perdait la tête. « Est-ce que monsieur est fou ?» me dit-elle. Je fis un signe affirmatif. « Et il vous emmène avec lui ?» Même affirmation. « Où cela ?» dit-elle. J'indiquai du doigt le centre de la terre. « À la cave ?» s'écria la vieille servante. « Non, dis-je enfin, plus bas. » Le soir arriva. Je n'avais plus conscience du temps écoulé. « À demain matin, dit mon oncle, nous partons à 6 heures précises. » À 10 heures, je tombai sur mon lit comme une masse inerte. Pendant la nuit, mes terreurs me reprirent. Je la passai à rêver de gouffres. J'étais en proie au délire. Je me sentais étreint par la main vigoureuse du professeur, entraîné, abîmé, enlisé. Je tombais au fond d'insondables précipices avec cette vitesse croissante des corps abandonnés dans l'espace. Ma vie n'était plus qu'une chute interminable. Je me réveillai à 5 heures, brisé de fatigue et d'émotion. Je descendis à la salle à manger. Mon oncle était à table. Il dévorait. Je le regardais avec un sentiment d'horreur. Mais Grauben était là. Je ne dis rien. Je ne pus manger. À 5h30, un roulement se fit entendre dans la rue. Une large voiture arrivait pour nous conduire au chemin de fer d'Altona. Elle fut bientôt encombrée des colis de mon oncle. « Et ta malle, me dit-il. »« Elle est prête, répondis-je en défaillant.
Dépêche-toi donc de la descendre, ou tu vas nous faire manquer le train. » Lutter contre ma destinée me parut alors impossible. Je remontai dans ma chambre et, laissant glisser ma valise sur les marches de l'escalier, je m'élançai à sa suite. En ce moment, mon oncle remettait solennellement entre les mains de Grauben les rênes de sa maison. Ma jolie Virlandaise conservait son calme habituel. Elle embrassa son tuteur, mais elle ne put retenir une larme en effleurant ma joue de ses douces lèvres. « Grauben, m'écriai-je. « Va, mon cher Axel, va, me dit-elle. Tu quittes ta fiancée, mais tu trouveras ta femme au retour. » Je serrai Grauben dans mes bras et pris place dans la voiture. Marthe et la jeune fille, du seuil de la porte, nous adressèrent un dernier adieu. Puis les 2 chevaux, excités par le sifflement de leur conducteur, s'élancèrent au galop sur la route d'Altona. Chapitre 8. Altona, véritable banlieue de Hambourg, est tête de ligne du chemin de fer de Kiel qui devait nous conduire au rivage des Beltes. En moins de 20 minutes, nous entrions sur le territoire du Holstein. À 6h30, la voiture s'arrêta devant la gare. Les nombreux colis de mon oncle, ses volumineux articles de voyage, furent déchargés, transportés, pesés, étiquetés, rechargés dans le wagon de bagages, et à 7h, nous étions assis l'un vis-à-vis de l'autre dans le même compartiment. La vapeur siffla, la locomotive se mit en mouvement. Nous étions partis. Étais-je résigné ? Pas encore. Cependant, l'air frais du matin, les détails de la route rapidement renouvelés par la vitesse du train, me distrayaient de ma grande préoccupation. Quant à la pensée du professeur, elle devançait évidemment ce convoi trop lent au gré de son impatience. Nous étions seuls dans le wagon, mais sans parler. Mon oncle revisitait ses poches et son sac de voyage avec une minutieuse attention. Je vis bien que rien ne lui manquait des pièces nécessaires à l'exécution de ses projets. Entre autres, une feuille de papier, pliée avec soin, portait l'entête de la chancellerie danoise, avec la signature de M. Christensen, consul à Hambourg et l'ami du professeur. Cela devait nous donner toute facilité d'obtenir à Copenhague des recommandations pour le gouverneur de l'Islande. J'aperçus aussi le fameux document précieusement enfoui dans la plus secrète poche du portefeuille. Je le maudis du fond du cœur et je me remis à examiner le pays. C'était une vaste suite de plaines, peu curieuses, monotones, limoneuses et assez fécondes. Une campagne très favorable à l'établissement d'un railway et propice à ces lignes droites si chères aux compagnies de chemin de fer. Mais cette monotonie n'eut pas le temps de me fatiguer, car 3 heures après notre départ, le train s'arrêtait à Kiel, à 2 pas de la mer. Nos bagages étant enregistrés pour Copenhague, il n'y eut pas à s'en occuper. Cependant, le professeur les suivit d'un œil inquiet pendant leur transport au bateau à vapeur. Là, ils disparurent à fond de cale. Mon oncle, dans sa précipitation, avait si bien calculé les heures de correspondance du chemin de fer et du bateau qu'il nous restait une journée entière à perdre. Le steamer l'Elnora ne partait pas avant la nuit. De là une fièvre de 9 heures pendant laquelle l'irascible voyageur envoya à tous les diables l'administration des bateaux et des railways et les gouvernements qui toléraient de pareils abus. Je dus faire chorus avec lui quand il entreprit le capitaine de l'Elnora à ce sujet. Il voulait l'obliger à chauffer sans perdre un instant. L'autre l'envoya promener. À Kiel comme ailleurs, il faut bien qu'une journée se passe. À force de nous promener sur les rivages verdoyants de la baie, au fond de laquelle s'élève la petite ville, de parcourir les bois touffus qui lui donnent l'apparence d'un nid dans un faisceau de branches, d'admirer les villas pourvues chacune de leurs petites maisons de bain froid, enfin de courir et de maugréer, nous atteignîmes 10 heures du soir. Les tourbillons de la fumée de l'Elnora se développaient dans le ciel. Le pont tremblotait sous les frissonnements de la chaudière. Nous étions à bord et propriétaires de 2 couchettes étagées dans l'unique chambre du bateau. À 10h15, les amarres furent larguées et le steamer fila rapidement sur les sombres eaux du Grand Belt. La nuit était noire, il y avait belle brise et forte mer. Quelques feux de la côte apparurent dans les ténèbres. Plus tard, je ne sais où, un phare à éclat étincela au-dessus des flots. Ce fut tout ce qui resta dans mon souvenir de cette première traversée. À 7h du matin, nous débarquions à Korsør, petite ville située sur la côte occidentale du Seeland. Là, nous sautions du bateau dans un nouveau chemin de fer
qui nous emportait à travers un pays non moins plat que les campagnes du Holstein. C'était encore 3 heures de voyage avant d'atteindre la capitale du Danemark. Mon oncle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Dans son impatience, je crois qu'il poussait le wagon avec ses pieds. Enfin, il aperçut une échappée de mer. « Le Sund !» s'écria-t-il. Il y avait sur notre gauche une vaste construction qui ressemblait à un hôpital. « C'est une maison de fous », dit un de nos compagnons de voyage. « Bon, pensai-je, voilà un établissement où nous devrions finir nos jours. » Et si grand qu'il fût, cet hôpital serait encore trop petit pour contenir toute la folie du professeur Lidenbrock. Enfin, à 10 heures du matin, nous prenions pied à Copenhague. Les bagages furent chargés sur une voiture et conduits avec nous à l'hôtel du Phoenix dans Bredgade. Ce fut l'affaire d'une demi-heure car la gare est située en dehors de la ville. Puis mon oncle, faisant une toilette sommaire, m'entraîna à sa suite. Le portier de l'hôtel parlait l'allemand et l'anglais. Mais le professeur, en sa qualité de polyglotte, l'interrogea en bon danois, et ce fut en bon danois que ce personnage lui indiqua la situation du Muséum des Antiquités du Nord. Le directeur de ce curieux établissement, où sont entassées des merveilles qui permettraient de reconstruire l'histoire du pays, avec ses vieilles armes de pierre, ses hanapes et ses bijoux, était un savant, l'ami du consul de Hambourg, monsieur le professeur Thomson. Mon oncle avait pour lui une chaude lettre de recommandation. En général, un savant en reçoit assez mal un autre. Mais ici, ce fut tout autrement. Monsieur Thomson, en homme serviable, fit un cordial accueil au professeur Lidenbrock et même à son neveu. Dire que notre secret fut gardé vis-à-vis de l'excellent directeur du muséum, c'est à peine nécessaire. Nous voulions tout bonnement visiter l'Islande en amateur désintéressé. Monsieur Thomson se mit entièrement à notre disposition et nous courûmes les quais afin de chercher un navire en partance. J'espérais que les moyens de transport manqueraient absolument, mais il n'en fut rien. Une petite goélette danoise, la Valkyrie, devait mettre à la voile le 2 juin pour Reykjavik. Le capitaine, M. Bjarne, se trouvait à bord. Son futur passager, dans sa joie, lui serra les mains à les briser. Ce brave homme fut un peu étonné d'une pareille étreinte. Il trouvait tout simple d'aller en Islande, puisque c'était son métier. Mon oncle trouvait cela sublime. Le digne capitaine profita de cet enthousiasme pour nous faire payer double le passage sur son bâtiment. Mais nous n'y regardions pas de si près. « Soyez à bord mardi à 7 heures du matin », dit M. Bjarne, après avoir empoché un nombre respectable de $. Nous remerciâmes alors M. Thomson de ses bons soins et nous revînmes à l'hôtel du Phoenix. « Cela va bien, cela va très bien », répétait mon oncle. « Quel heureux hasard d'avoir trouvé ce bâtiment prêt à partir. Maintenant, déjeunons, et allons visiter la ville. » Nous nous rendîmes à Kongens Nytorv, place irrégulière où se trouve un poste avec 2 innocents canons braqués qui ne font peur à personne. Tout près, au numéro 5, il y avait une restauration française, tenue par un cuisinier nommé Vincent. Nous y déjeunâmes suffisamment pour le prix modéré de 4 marks chacun. Puis je pris un plaisir d'enfant à parcourir la ville. Mon oncle se laissait promener. D'ailleurs, il ne vit rien, ni l'insignifiant palais du roi, ni le joli pont du XVIIe siècle qui enjambe le canal devant le muséum, ni cet immense cénotaphe de Thorwaldsen, orné de peintures murales horribles et qui contient à l'intérieur les œuvres de ce statuaire, ni dans un assez beau parc le château bonbonnière de Rosenborg, ni l'admirable édifice Renaissance de la Bourse, ni son clocher fait avec les queues entrelacées de 4 dragons de bronze, ni les grands moulins des remparts dont les vastes allées s'enflaient comme les voiles d'un vaisseau au vent de la mer. Quelle délicieuse promenade nous eussions faite, ma jolie Virlandaise et moi, du côté du port où les 2 ponts et les frégates dormaient paisiblement sous leurs toitures rouges, sur les bords verdoyants du détroit, à travers ces ombrages touffus au sein desquels se cache la citadelle, dont les canons allongent leurs gueules noirâtres entre les branches des sureaux et des saules. Mais hélas, elle était loin, ma pauvre Grauben, et pouvais-je espérer de la revoir jamais ? Cependant, si mon oncle ne remarqua rien de ces sites enchanteurs, il fut vivement frappé par la vue d'un certain clocher situé dans l'île d'Amak, qui forme le quartier sud-ouest de Copenhague. Je reçus l'ordre de diriger nos pas de ce côté. Je montai dans une petite embarcation à vapeur qui faisait le service des canaux
et en quelques instants, elle accosta le quai de Dockyard. Après avoir traversé quelques rues étroites, où des galériens vêtus de pantalons mi-partis jaune et gris travaillaient sous le bâton des argousins, nous arrivâmes devant Vorvrelserkirk. Cette église n'offrait rien de remarquable, mais voici pourquoi son clocher assez élevé avait attiré l'attention du professeur. À partir de la plateforme, un escalier extérieur circulait autour de sa flèche et ses spirales se déroulaient en plein ciel. « Montons, dit mon oncle. »« Mais le vertige, répliquai-je. Raison de plus, il faut s'y habituer. Cependant, viens, te dis-je, ne perdons pas de temps. » Il fallut obéir. Un gardien qui demeurait de l'autre côté de la rue nous remit une clé et l'ascension commença. Mon oncle me précédait d'un pas alerte. Je le suivais non sans terreur, car la tête me tournait avec une déplorable facilité. Je n'avais ni l'aplomb des aigles, ni l'insensibilité de leurs nerfs. Tant que nous fûmes emprisonnés dans la vis intérieure, tout alla bien. Mais après 150 marches, l'air vint me frapper au visage. Nous étions parvenus à la plateforme du clocher. Là commençait l'escalier aérien, gardé par une frêle rampe et dont les marches de plus en plus étroites semblaient monter vers l'infini. « Je ne pourrai jamais, m'écriai-je. « Serais-tu poltron par hasard ? Monte !» répondit impitoyablement le professeur. Force fut de le suivre en me cramponnant. Le grand air m'étourdissait. Je sentais le clocher osciller sous les rafales. Mes jambes se dérobaient. Je grimpai bientôt sur les genoux, puis sur le ventre. Je fermai les yeux. J'éprouvais le mal de l'espace. Enfin, mon oncle me tirant par le collet, j'arrivai près de la boule. « Regarde, me dit-il, et regarde bien, il faut prendre des leçons d'abîme. » J'ouvris les yeux. J'apercevais les maisons aplaties et comme écrasées par une chute au milieu du brouillard des fumées. Au-dessus de ma tête passaient des nuages échevelés et par un renversement d'optique, ils me paraissaient immobiles, tandis que le clocher, la boule, moi, nous étions entraînés avec une fantastique vitesse. Au loin, d'un côté s'étendait la campagne verdoyante, de l'autre étincelait la mer sous un faisceau de rayons. Le Sound se déroulait à la pointe d'Elseneur, avec quelques voiles blanches, véritables ailes de goéland, et dans la brume de l'Est ondulaient les côtes à peine estompées de la Suède. Toute cette immensité tourbillonnait à mes regards. Néanmoins, il fallut me lever, me tenir droit, regarder. Ma première leçon de vertige dura 1 heure. Quand enfin il me fut permis de redescendre et de toucher du pied le pavé solide des rues, j'étais courbaturé. « Nous recommencerons demain, » dit mon professeur. Et en effet, pendant 5 jours, je repris cet exercice vertigineux, et bon gré mal gré, je fis des progrès sensibles dans l'art des hautes contemplations.